Éclaireur, s'il y a pas, si on a un peu de temps, je voulais juste vous faire enfin faire une petite remarque, enfin pas une petite remarque, mais essayer de définir une petite compréhension des quelques éléments, des faits que vous avez cités ces derniers temps. J'ai retenu que vous avez dit que le centre nord de la Côte d'Ivoire serait Non, centre, une... euh, le, la région de Ténigoué. Oui, sans doute, sans doute. Donc, était un peu une région qui va servir alors où les gens essaient de se servir de cette région-là pour causer des menaces de voilà des menaces terroristes et autres. Mais en même temps, je veux essayer de comment dire ça, rallier ça au fait que on a aussi parlé des Burkinabés, enfin des réfugiés qui arrivent en Côte d'Ivoire et voilà, la, on va dire la non-maîtrise de toute la situation et les enfants même, je veux dire les l'insécurité interne, voilà, venant des Ivoiriens eux-mêmes, avec enfin tout ce mélange, tout cet assemblage-là, effectivement, ça nous fait craindre ça nous fait craindre encore un peu d'instabilité. J'espère que non, mais tel est un peu mon sentiment par rapport à tous ces faits-là que j'ai essayé de mettre un peu ensemble. Est-ce que je me trompe quand je me dis que on est un peu soumis à peut-être d'éventuelles menaces ou alors c'est bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Merci infiniment, chère mère. Et comme je l'avais dit à l'entame de l'émission, on ne prendrait que vous et il y a un autre qui s'est présenté. Parce que en début d'émission, c'est vraiment important. On prend pratiquement 1 heure du temps pour présenter. Et durant ces 1 heure du temps-là, chacun, si on veut participer, on doit pouvoir savoir si on va participer ou pas. Une fois qu'on sort du temps qui est imparti, ça joue un peu sur nous parce que ça force notre programme. Ce qui fera qu'on va vraiment présenter nos excuses à ceux qui voudraient prendre la parole. On ne pourrait pas accorder la parole autre qu'aux 2 personnes qui sont restées dans les 5 minutes. Et donc, c'est-à-dire vous et la personne suivante. Et ce que vous dites, chère mère, de savoir aujourd'hui, avec ce que j'ai évoqué la dernière fois dans le centre-nord, et avec ce qu'on vit dans le nord-est et dans le nord même en général, avec les afflux de réfugiés, surtout ce qu'on voit aujourd'hui, burkinabé, sinon les Maliens, eux, sont rentrés il y a longtemps déjà, est-ce que ça ne crée pas plus de problèmes et qu'est-ce que cela peut engendrer comme conséquence dans un avenir immédiat ou peut-être lointain? Chère mère, ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas que seulement dans l'ironie, je fais même dans du sarcasme. Parce qu'il est temps que l'Ivoirien vive les conséquences de ses actes. C'est pourquoi je vous ai lu Ésaïe 1,4, 4 à 7. Parce que la conséquence aussi a été dite. L'Ivoirien, en réalité, ne prend conscience que quand le malheur même s'invite à lui de façon concrète. Mais quand un peuple atteint cet état d'indolence, on ne peut que lui souhaiter ce qu'il veut voir. Cher mère, la grande différence entre un homme intelligent et un homme sage, la différence est simple. Un homme intelligent, là, lui, il veut qu'on sache qu'il est intelligent. Donc là, lui, il crée des problèmes et puis il trouve des solutions. Mais en réalité, il perd son temps. Le sage lui dit simplement, tant que je peux éviter les problèmes là, je les évite. Et donc, je gagne en temps. Si nos autorités ont accepté de faire rentrer, je ne suis pas quand même quelqu'un qui ne soit pas au courant de certaines choses. Hein. Je sais très bien qu'il y a des partenariats internationaux qui font que le droit à l'asile, le droit aux personnes en difficulté, tout ça, il faut les protéger. Je suis totalement d'accord avec tout ça. Mais pourquoi souvent les Européens ferment leurs portes quand les Syriens veulent rentrer en Europe? Pourquoi les Européens n'acceptent pas? Est-ce que nous, Africains, on ne souffre pas avec les guerres que l'Occident cause chez nous en Afrique? Mais quand on veut monter la Méditerranée, pourquoi les gens nous empêchent de monter? On nous crée des conditions pour mourir noyés dans la Méditerranée, chère mère. Vous en êtes témoin.
Est-ce que ces Africains-là, c'est avec joie qu'ils quittent leur pays natal pour aller mourir dans la Méditerranée? Non. C'est le fait qu'on leur a coupé leurs espoirs dans leur pays de naissance. C'est le fait aussi des mauvaises politiques occidentales qui sont devenus des prédateurs, qui font que nous n'avons pas le bonheur que nous aurions dû avoir chez nous, qui font aussi que souvent les gens se disent mieux vaut aller de l'autre côté. Ces gens-là sont des personnes en difficulté. Mais l'Occident leur ferme la porte. Alors qu'il y a ces mêmes traités qui disent que quand quelqu'un estime qu'il est en difficulté, il faut aussi l'aider. Mais, de la même manière que ces Occidentaux qui vont nous rappeler qu'il y a le droit à l'asile et autres, nous aussi, on est tenu de leur rappeler que quand des gens décident de créer la chienlit chez eux, en enlevant Roch Kaboré, qui nous disions était médiocre, mais que des plus médiocres, parce qu'on nous dit que Roch était médiocre, celui qui est venu après Roch était encore médiocre, lui il a été enlevé par Traoré, et encore Traoré même encore 10 fois pire que médiocre. Mais finalement, qui serait donc meilleur là-bas? Et donc, à quoi aurait servi le fait d'avoir enlevé Roch pour empirer la situation? Quand quelqu'un décide de faire... C'est pourquoi, dans le livre de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, il disait, quand vous aidez un infirme à marcher, vous lui permettrez d'aller vers les lieux qui vont causer son malheur. En ce moment, donc, votre aide de lui avoir donné les jambes n'aura été que son malheur. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? C'est profond, mais je comprends très bien. Quand vous aidez un aveugle à voir la vue, et que demain l'aveugle vient vous dire, mais tu as ouvert mes yeux, mais je vois des choses que je n'avais pas envie de voir. Est-ce que votre capacité de lui avoir donné la vue a été une bénédiction? Pas du tout. Non. Est-ce que le fait qu'on est en train d'aider ces gens-là, est-ce que ces gens ne se retournent pas contre nous? Le fait qu'on accueille ces Maliens-là, est-ce qu'ils ne se retournent pas contre nous en capturant nos soldats? Et donc, en vérité, l'estropié ou l'infirme qu'on a aidé, lorsqu'il a marché, il a aidé l'ennemi à nous détruire. Et donc, pour moi, je me dis qu'il ne faut pas utiliser l'hypocrisie internationale et se l'imposer à soi-même. Ce que les Blancs ne font pas, ils peuvent nous le rappeler. On n'est pas obligé de dire qu'on ne le fera pas ou qu'on le fera. Mais sur le terrain, on peut être calme comme un sage et faire ce qu'on a envie de faire et ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Tout à fait. Très belle leçon. Très, très belle leçon éclaireur. Et ça, il faut que nos dirigeants retiennent cela. Et nos dirigeants doivent retenir que s'ils ont un devoir de responsabilité, à ce que quelqu'un dise qu'ils ont été bons ou mauvais, c'est d'abord nous les Ivoiriens qui devront leur dire, vous avez été bons. Quand on aide les Maliens ou les Burkinabés, ils n'ont aucun devoir de reconnaître que nos dirigeants ont été bons ou mauvais. Mais quand on aide des Ivoiriens, qu'ils le reconnaissent ou pas, la réalité sera là. Ça, il faut que nos dirigeants retiennent cela. Et donc, pour moi, c'est une perte de temps. Je l'ai bien dit, il faudrait que les gens retiennent ceci. Moi, j'ai vécu dans la guerre. Je connais la valeur de la vie. Et pour sauver ma vie, là, si je dois te tuer, c'est un exemple que je prends, si je dois tuer quelqu'un pour sauver ma vie, je le ferai. Je le ferai. Et donc, aujourd'hui, ce qui arrive là, si par les débordements, on a accueilli 19 000 personnes, s'il y a du terrorisme en Côte d'Ivoire, l'État lui-même sera le premier responsable. Parce que quelque part aussi, on n'est pas obligé de les accepter. Et en faisant ça aujourd'hui, les fonds qui sont utilisés, ces fonds-là auraient pu servir à construire des écoles, des hôpitaux. Et donc, moi, je n'ai pas pitié de ces gens-là. Et je ne cherche même pas. Parce que c'est ce qu'eux-mêmes, ils ont souhaité. Et quand ça leur frappe à la figure, il faut qu'ils assument. Maintenant, pour ceux, les mini-frétins qui pensent qu'ils peuvent aller embobiner certaines populations, ça, on est déjà habitué à ça. Je veux parler de Sorogium et de sa bande. Chers mères, sachez que le jour que Satan va arrêter de faire son boulot, Dieu lui-même n'aura plus de raison d'être là. Et donc, dans toute société, là, il y aura toujours des malfaiteurs. Et nos dirigeants, à ce niveau-là, quand même, font déjà l'effort de lutter et de traquer ces malfaiteurs-là. Et je peux vous assurer que les Ivoiriens peuvent dormir sereinement. Si Sorogium devrait réussir, il aurait pu réussir depuis longtemps.
Et donc, si vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans les maisons pour essayer d'embobiner les gens, c'est que ce sur quoi il compte là, les armes, comme son grand maître Laurent Gbagbo a dit que le jour que les entraînements en armes qu'il a donné à Sorogium là, le jour que Sorogium n'aura pas ces armes là, que Sorogium ne sera rien là, c'est ce jour-là qui est arrivé aujourd'hui. C'est pourquoi ils essayent de se cacher la nuit pour parler aux gens. Sinon, leur volonté de mal, ce en quoi ils croyaient là, ils ont essayé ça avant de revenir à la parole. Et c'est ça qu'on a demandé à Sorogium. C'est ça qu'on a dit à Sorogium. Tu n'es pas obligé d'aimer Ouattara. Ouattara n'est pas obligé de t'aimer. Sorogium, tu es un Ivoirien comme tout autre. Quitte Ouattara, va créer ton parti politique et puis commence à dézinguer la politique de Ouattara. Cher, mais moi, je vous le jure, si Sorogium avait été intelligent et qu'il avait trouvé des gens intelligents, mais pour déstabiliser la politique de Ouattara, là, si tu es un vrai opposant, là, c'est pas difficile. Ne nous cachons pas la vérité parce qu'ici, là, sur cette plateforme-là, on dit les choses comme on les ressent. Si on avait des vrais opposants en Côte d'Ivoire, là, malgré tout ce que le président Ouattara est en train de faire là, il n'allait pas pouvoir dormir. Mais Dieu merci, on a des opposants improductifs qui essayent de se surpasser dans la médiocrité. C'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a un terrain acquis. Mais c'est en même temps un piège pour nous. Parce qu'à force d'être en face de la médiocrité, on va finir par tomber dans l'autosatisfaction. Oui, ça n'aide pas. Et quiconque tombe dans l'autosatisfaction ne progresse plus. Or, je vous ai bien dit que la définition du mot humain, c'est celui qui sait évaluer. Et quiconque évalue est un créateur. Parce que quand tu sais évaluer, ah, ça c'était bien, ça c'était pas mauvais, tu peux aller de l'avant. Or, en étant en face des médiocres et en pensant que nous sommes les meilleurs, on finit par ne plus rien produire. C'est pourquoi vous voyez les cadres RHDP, ils se disent, mais en fait, il n'y a plus rien à faire. Et ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'aller vers leur électorat parce que le RDA avait déjà fait ce travail-là. Parce que naturellement, l'historique du RDR a tiré les gens à venir vers le RDR. Et non le RDR à aller convaincre ses militants. Et c'est cette habitude-là qui est restée. Et donc, prenez Alassane Ouattara aujourd'hui, enlevez-le dans le RHDP. Cher maire, je vous dis qu'il n'y a plus de RHDP. Parce que ce sont des réalités historiques qui ont tiré les gens à croire en un homme pour aller combattre pour une cause. Or, normalement, c'est l'homme politique qui doit être un homme de vision, qui doit pouvoir créer un idéal et venir avec cet idéal-là pour convaincre les gens, donc aller vers les gens. Et donc, quand vous regardez ce schéma-là, vous comprenez en partie la réaction des cadres RHDP. Ah non, non, ils vont faire tout ça, mais après, ils vont revenir. Mais ça peut être un danger et ça peut être un risque si on a des candidats intelligents. Et ça, déjà, le premier signal qui vous est donné, c'est le cas à Saleh Tiemoko. Le premier signal qui vous est donné, chers cadres et chers dirigeants du RHDP, c'est le cas à Saleh Tiemoko. Si beaucoup d'Ivoiriens copient le modèle à Saleh Tiemoko, là, vos limites seront prouvées à la face du monde. Donc, réveillez-vous. Mettez-vous sur le terrain politique. Quand le président vous dit allez vers les gens là, c'est cette réalité que le président est en train de vous dire. Vous ne serez pas aussi charismatique que moi, Alassane Ouattara. Et vous n'aurez pas les mêmes conditions historiques que moi, Alassane Ouattara. Parce que l'histoire du monde change, l'histoire du monde évolue. Hier, on pouvait dire qu'Alassane Ouattara était burkinabé tout. Mais tant qu'il y a des têtes brûlées comme éclaireurs qui démontrent, ou bien qu'il y a des crânes brûlés comme Marguerite Aki qui sortent chaque jour pour crever l'abcès, ceux qui comprendront ou qui voudront comprendre vont comprendre. Et donc aujourd'hui, là, les réalités du monde vont changer. Un jour va arriver là, les militants vont devenir plus intelligents. C'est ce que Internet est en train de vous prouver aujourd'hui. Quand des petites filles vont poser des questions à Laurent Gbagbo qui se déclare devant le monde, ça doit vous interpeller. Quand on est en train de faire un travail, c'est comme une goutte d'eau sur un rocher, mais tôt ou tard, ça va finir par casser le rocher. Ce qu'on est en train de dire là, un jour, les gens vont prendre conscience et vont dire, ouais, il y avait la vérité quelque part. Et aujourd'hui, là, on va s'inspirer de cela pour progresser. Ce jour-là, toi qui veux être politicien, qui penses que ton argent te suffit et que tu vas attendre les gens, quand ils auront besoin, ils vont venir vers toi et puis tu vas les convaincre là. Ou bien leurs difficultés vont t'amener vers toi là. Ce paradigme-là va changer. Parce que le monde même là est en constante mutation. Et donc, chers maires, c'est à nos hommes politiques de prendre des décisions courageuses et de les assumer aussi. Et toutes les décisions courageuses qu'on prend là, on n'est pas obligé de le dire ou de le proclamer.
on peut le faire dans le silence le plus absolu. C'est ce que j'allais dire. Surtout, surtout et surtout, vraiment surtout. Ça, c'est une très belle, très bonne instruction. J'espère qu'il devrait être prise en compte et remédier aux problèmes qui paraissent quand même assez graves comme problème aujourd'hui. Et ça, vraiment, instruction à retenir. Merci beaucoup, Éclaira. C'est moi qui vous dis merci, chère mère, pour toutes les questions hautement essentielles et importantes que vous avez posées. Parce qu'à travers cela, le peu qu'on a dit peut servir. Et c'est surtout ça aussi l'intérêt de ces émissions-là. Nous ne connaissons pas tout et nous n'avons pas la science infuse. Mais à partir de ce que nous disons, chacun peut continuer à faire ses recherches et se convaincre davantage. Et c'est à cet exercice-là que vous avez contribué ce soir. C'est à vous véritablement que reviennent vraiment les remerciements.